J'avais invité ce soir à débattre Alain Finkielkraut et Tariq Ramadan qui publient chacun ces jours-ci un texte important pour l'un comme pour l'autre sur la démocratie, sur l'islam, sur la diversité, la laïcité, l'éthique, les valeurs. Et puis les locaux de Charlie Hebdo ont explosé. C'est donc par ça qu'on va commencer, même si ça n'est pas le sujet de notre débat. Petit rappel du méfait. C'était le cœur de la rédaction. Là où étaient entreposés les ordinateurs des journalistes et les maquettes de Charlie Hebdo. L'objet incendiaire a été jeté par cette fenêtre du rez-de-chaussée vers 1h cette nuit. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Depuis plusieurs jours, le journal recevait de nombreuses menaces en raison de ce numéro en kiosque depuis aujourd'hui. L'hebdomadaire est rebaptisé Sharia Hebdo et présente Mahomet comme son rédacteur en chef. Pas une provocation, crient les journalistes, mais une simple caricature des mutations en cours dans le monde arabe. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Toute expression qui a un caractère injurieux, et quelle que soit la religion, récemment encore avec l'Église catholique, nous paraissent ne pas aller dans le sens de l'apaisement. Sur la toile aussi, Charlie Hebdo a été victime d'une attaque la nuit dernière. La page d'accueil de son site présentait ce matin une photo de la Mecque et ce slogan « Pas d'autre Dieu qu'Allah ». Tariq Ramadan, vous publiez un nouveau livre, L'Islam et le réveil arabe, dans lequel vous recensez les défis qui attendent les sociétés arabes, mais aussi occidentales, dans les années qui viennent. Charlie Hebdo, on l'a vu, c'était intitulé pour l'occasion Sharia Hebdo, c'était une allusion à ce qui arrive en Libye. Alors, quelle est votre réaction Écoutez, d'abord, moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet en condamnant clairement et sans condition l'attentat, le cocktail Molotov, mais j'ai aussi ajouté, et je sais que les gens n'aiment pas le mais pour moi c'était important d'ajouter qu'au moment de la condamnation qui doit respecter la liberté d'expression et le dire avec force, j'exprimais une évaluation sur le type d'humour et l'attitude de Charlie Hebdo depuis une dizaine d'années, en disant que c'était un humour facile, que c'était un humour lâche, que c'était un humour qui touchait une population dont on essayait, dont on espérait par la provocation une réaction, et que c'était pas très noble. Je pense pas que c'est un humour courageux, c'est un humour dans l'air du temps, et puis ça fait vendre. Donc la condamnation d'une part, et puis l'évaluation d'un humour que je trouve assez triste et pas drôle. Alain Finkielkraut, votre dernier livre est sorti en septembre, c'est Si l'amour durait, mais vous publiez dans le magazine Causeur, qui paraît demain, sur la crise du vivre ensemble, un long texte intitulé Sommes-nous encore un nous avec une majuscule à nous, dans lequel vous revenez sur la laïcité, la diversité, l'identité. Alors, est-ce que ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo prolonge votre réflexion? En tout cas, je suis atterré par ce qui s'est passé. Je crois que un cran a été franchi et ma condamnation est totale, inconditionnelle, sans aucun mais. Je ne suis pas un lecteur forcément assidu ou régulier de Charlie Hebdo. Je peux avoir mes réserves sur tel ou tel aspect de leur ligne directrice, mais là, pour le coup, je crois que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et j'entends avec stupeur Tariq Ramadan nous expliquer que les dessinateurs, les gens de Charlie Hebdo sont lâches. Aujourd'hui, si vous osez critiquer publiquement l'islam, ou par exemple, comme c'était le cas en 2005 avec les caricatures, faire un lien entre l'islam et la violence, le Coran et la violence, vous offensez à tel point un certain nombre de croyants qu'ils vous menacent de mort, et il arrive quand même, nous vivons en Europe, qu'ils mettent cette menace à exécution. C'est ainsi qu'a été tué, quand même, Theo Van Gogh, il y a peu d'années.
une manière pour ces croyants de ratifier précisément la thèse qu'ils veulent à toute force démentir. Mais parler de lâcheté pour des gens qui s'exposent au pire, je trouve que c'est un terme totalement extravagant. Et je crois que ce genre de comportement va avoir un effet d'intimidation et d'autocensure. Les gens se diront, il ne faut pas aller trop loin. Donc ils intégreront cette violence-là, ils intégreront cette espèce de réaction féroce et ils décideront précisément de l'empêcher en s'empêchant eux-mêmes de dire ce qu'ils pensent. Et je rappelle aussi ce qui est arrivé à Robert Redeker. Était-il lâche quand il a parlé comme il l'a fait du prophète Mahomet, ou quand il a dit, en effet, qu'il y avait de la violence dans le Coran. Il se trompait, peut-être. En tout cas, il n'était pas lâche, et il a été obligé de vivre caché et de vivre sous protection policière. S'il avait, de la même manière, critiqué l'Église catholique, s'il avait voulu faire un lien entre les affaires de pédophilie et les thèses de Saint Paul ou de la patristique sur la sexualité, il aurait sans doute choqué certains membres de l'Église, peut-être aussi des intégristes catholiques dont l'indignation est totalement ridicule, ce qui d'ailleurs devrait nous amener à réfléchir justement sur les vertus supposées de l'indignation, car on voit des indignés au travail en ce moment. Eh bien, il n'aurait pas pour autant été menacé de mort. Il y a donc un problème particulier de l'islamisme, mais ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de s'exposer comme l'a fait Charlie Hebdo. Si je peux répondre à ça, parce que vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, Monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, Monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est monsieur Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. Très fort quand même. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression. Mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux, et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps. Alors d'abord... on ne va pas faire tout le débat sur Charlie Hebdo, mais je vous en prie. Tout le débat sur Charlie Hebdo. Je remarque qu'à ma première prise de parole, je suis renvoyé à Israël. Ce n'était pas la question que vous m'avez posée. Ce n'était pas la question qui était posée. Je ne suis pas intervenu publiquement lorsque Philippe Val a décidé de se séparer de Siné. Nous parlerons sans doute, nous y serons contraints par Tariq Ramadan de la question
israélienne. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais dans notre débat, alors je voudrais mettre les choses au point tout de suite. Je ne fais pas d'indignation sélective, je m'interroge sur les vertus et sur l'absolutisation de l'indignation. Que répondrait Stéphane Hessène avec son indignez-vous à l'indignation des intégristes catholiques contre la pièce présentée au Théâtre d'Aville et à l'indignation de ceux qui ont mis le feu à Charlie Hebdo. Et j'essaye seulement de défendre, pour ce qui est d'Israël, la solution de deux États, au risque d'être incompris par certains membres de la communauté juive. Je le fais depuis 30 ans, je continue à le faire. Je dois aussi prendre acte du recyclage contre Israël d'un certain nombre de clichés antisémites d'une extrême violence, et je me vois dans l'obligation de tenir les deux bouts de la chaîne. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas seulement avec l'indignation qu'on peut s'en tirer. Alors, reprenons, si vous voulez bien, là où je voulais vous entendre sur les révolutions arabes, notamment Tariq Ramadan. Vous dites dans votre livre, vous dénoncez le combat stérile, je vous cite, opposant la laïcité j'ai oublié. À l'islamisme. Non, mais en ce moment, il y a ce grand débat. La laïcité d'un côté, l'islam de l'autre, au sein même de ceux qui ont fait ces révolutions arabes. Et vous savez bien que nous, en France, quand on regarde ce qui se passe là-bas, notamment en Libye et en Tunisie, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce que l'on redoute? C'est exactement ce que l'on a entendu. Je propose de revoir, notamment la Libye. Regardez. Ces femmes sont en liesse, célébrant cette nouvelle Libye, un pays qui sera désormais sous le règne de la charia. Nous, en tant que pays musulman, nous avons adopté la charia comme source essentielle de notre législation. Une victoire annoncée, fêtée par l'hymne national. Dès hier, ces partisans du parti islamiste Ennahda se félicitaient de leur succès. Bannis, pourchassés et emprisonnés sous Ben Ali, les candidats de cette formation politique ont bénéficié du travail social effectué sur le terrain. Les premiers résultats du dépouillement donnent Ennahda en tête, tant sur le plan national que pour le vote à l'étranger. La laïcité, ce n'est vraiment pas le problème aujourd'hui ce que vous dites vous-même, ce ne sont pas encore des révolutions, ce sont des soulèvements, on va voir. Oui, moi je suis, si vous voulez, dans le livre, je fais une première analyse de comment on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce ne sont pas, à mon sens, des révolutions. C'est un réveil, mais il faut aussi se rendre compte d'un certain nombre de choses qui se sont passées en amont. Ça ne vient pas de nulle part, ces soulèvements. Il y a même d'ailleurs un engagement très très important de la part des États-Unis et de l'Europe dans la formation d'un certain nombre de blogueurs. Et donc il y a quelque chose ici qu'il faut questionner. Donc ce n'est pas un hasard. Ensuite, il y a... Mais vous dites aussi que de commencer à penser de façon paranoïaque que ça aurait été organisé de l'extérieur... Exactement. Il faut surtout éviter ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont connues, qui sont maîtrisées, mais il y a un potentiel qui vient de la force des peuples et de l'énergie des peuples. Il faut aussi regarder les traitements différenciés qu'on en a fait. C'est-à-dire la Tunisie, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Libye. Maintenant, dans tous ces pays, ce qui est en train de se traduire, c'est effectivement cette polarisation. Elle ne vient pas uniquement de l'Occident. C'est-à-dire que ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que j'essaie d'analyser ce qui est en train de se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes et arabes. Et on se rend compte là que cette perception qu'on aurait les islamistes d'un côté contre les laïcs de l'autre est une chose qui a été un tout petit peu intégrée et qu'on sort du vrai débat qui est qu'est-ce qu'on va proposer comme processus de démocratisation dans ces pays sur l'éducation, sur les femmes, sur la liberté, sur l'ouverture au monde et sur les stratégies économiques. Et qu'on en arrive à des discussions qui sont simplificatrices, à savoir les laïcs qui seraient soutenus par l'Occident puis les islamistes qui seraient contre. Or, tout ceci est à balayer si on va dans une étude de ce que sont ces mouvements aujourd'hui. Ils ont beaucoup évolué dans les 30 dernières années. Souvenez-vous,
Au moment où Erdogan arrive à la tête de la Turquie, on dit c'est un islamiste, ça ne va pas marcher. Et tout à coup, on s'aperçoit que l'homme réussit là où d'autres ont échoué, contre la corruption, pour un État qui est plus démocratique. Maintenant, on peut discuter des choix économiques de la Turquie, qui sont complètement de l'inscription dans l'économie globale. Et aujourd'hui, Enarda arrive, et en France, qui a complètement raté le coche. La France a totalement échoué pendant 30 ans en soutien total de la dictature, et la liberté qui s'annonce lui échappe par le ministre des Affaires étrangères, mais surtout par le manque d'implication. Tout à coup, ce pays qui avait une relation particulière avec la France échappe complètement à la France. Et on voit la France intervenir en Libye, au premier rang de la Libye, comme si les États-Unis, et maintenant on le sait, les choses sont claires, Barack Obama ne pouvait pas s'engager en Libye pour des questions intérieures, parce qu'il est en Afghanistan, parce qu'il est en Irak. Il laisse la France prendre le leadership. Et tout à coup, on nous annonce que ce conseil de transition est un conseil qui va nous amener vers la démocratie, et dont le moins qu'on puisse dire, autant j'étais contre Kadhafi, autant je suis aujourd'hui perplexe devant quelqu'un qui, au moment où le pays se libère, on se demande pourquoi, dit la charia va être notre loi et la polygamie va être autorisée. Comme s'il voulait dire à son peuple, je suis complètement libyen, et à l'Occident, je ne suis pas sous la coupe libyenne, alors que l'on sait aujourd'hui que l'OTAN a soutenu la Libye pour des questions géostratégiques et économiques claires. Ce n'est pas un pays vide d'intérêt géostratégique. Alain Finkielkraut ? Alors, je partage en effet la perplexité de Tariq Ramadan. On aurait pu s'attendre à autre chose du leader d'un pays que l'Occident, avec toutes sortes de motivations, certaines intéressées, d'autres peut-être nobles. Il faut quand même savoir que Kadhafi menaçait de mettre Benghazi à feu et à sang. Et franchement, étant donné ses antécédents, et quand on voit ce qui se passe en Libye, en Syrie, on peut penser qu'il aurait mis sa menace à exécution. Voilà, simplement, ce n'est pas la démocratie qui est annoncée, c'est la charia, et c'est même le retour d'une polygamie totale, parce que celle-ci avait été, semble-t-il, limitée par Kadhafi. Et donc là, nous pouvons nous interroger sur la nature du printemps arabe. Et nous devions le faire aussi quand le mouvement a commencé. Mais c'était extrêmement difficile lorsque j'ai essayé de dire à la fois mon émerveillement devant un véritable événement, c'est-à-dire quelque chose qui surgissait d'imprévu, et mon inquiétude, j'ai été très vivement avec d'autres, rappelé à l'ordre, notamment par les journalistes, parce que Tariq Ramadan parle d'un climat d'islamophobie qui régnerait en France. Moi, j'ai été accusé, tout simplement parce que j'avais ces inquiétudes, d'être obnubilé par l'islamisme, incapable de penser une démocratie arabe, ou juste ignorant. Et je faisais partie de ce qu'on a appelé l'intelligentsia du silence, étonnamment discrète, sur les révoltes arabes. Non, on n'est pas forcément discret. On connaît le précédent de la révolution iranienne. On voudrait tout faire pour donner tort à la thèse d'Huntington sur le clash, ou en tout cas le divorce des civilisations, mais on sait aussi que dans le monde arabo-musulman, les droits des femmes ne sont pas, si vous voulez, n'ont pas été conquis par un mouvement populaire, ils ont été octroyés, et notamment en Tunisie. Donc les femmes ont été les actrices de ce mouvement, et en même temps, elles sont menacées par ce qui se passe. Nous pouvons... voilà, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Si je peux me permettre de répondre à cela, parce que, encore une fois, qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on ait des questions à poser, que l'on ne sache pas où l'on va. Je veux dire, je suis le premier à dire, quand on analyse ce qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui avec le rôle de l'armée, quand on ne sait pas ce qui est en train de se passer en Syrie, le problème, il est double. Autant il faut suspendre son jugement, mais votre façon de conclure que ce ne sera pas une démocratie... Je ne conclus pas.
Ah, alors je suis content que vous ne concluiez pas, parce que vous avez dit... Alors la bêtise consisterait à vouloir conclure. D'accord. Je ne conclus pas. C'est très bien, nous sommes d'accord là-dessus. Non, mais ce que je veux dire... Complexe et pluriel. Non, mais pas de conclure sur l'analyse du mouvement, mais de conclure sur le fait que parce qu'un pays va se référer à la charia, ça ne pourra pas être une démocratie. Alors il y a 1000 façons de comprendre la charia, et donc il faut laisser ces processus. Rappelez-nous ce qu'est la charia. La charia, c'est très rapidement, c'est souvent ce que l'on dit la loi islamique, mais c'est aussi perçu et compris par un certain nombre de traditions comme la voie de la fidélité, et donc elle peut être prise surtout sur les finalités qu'on en essaye d'atteindre, comme la liberté, comme le pluralisme. Donc par exemple, dans la tradition turque... le bien-être des femmes en particulier, des enfants, Exactement, donc ça peut être beaucoup plus que simplement un ordre de droit. Donc c'est trop rapide de conclure que dès qu'on parle de charia, ça ne pourra pas être un processus démocratique. Ça, c'est une chose, même par rapport à la Libye. Il faut espérer que quelque chose va évoluer. Il faut aussi dire que sur les 30 dernières années, ces mouvements ont évolué. Et là où encore une fois, mon questionnement vis-à-vis de vous en tant qu'intellectuel, c'est que dans ce que vous avez dit, par exemple, vis-à-vis des femmes en Tunisie, et c'est vrai qu'il y a eu une évolution, il faut que vous ayez à le dire avec force. On ne peut pas, on ne pourra jamais justifier l'amélioration du statut des femmes en se taisant en face de la dictature. Or, l'intelligentsia française s'est tue pendant des décennies en disant les femmes sont libres, c'est normal que le peuple soit assujetti, ou on l'accepte. C'est non. Et de la même façon, il faut aussi que l'on dise par rapport aux pétromonarchies, vis-à-vis desquelles on se tait, ça ne nous intéresse pas le statut des femmes dans les pays qui nous donnent du pétrole. Ça ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui, même dans les processus de démocratisation. Or, j'aimerais vous dire que dans beaucoup de pays, même en Turquie dont on parle peu, même en Égypte, les révolutions ont été aussi le fait de beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes ont voté pour Ennahda. Donc laissez aux femmes le choix de leur liberté et ne pensons pas que leur liberté, c'est que la nôtre qui soit la bonne. Et je ne nie pas que ça puisse être un mouvement démocratique, mais ça peut être aussi une démocratie hostile à ce que nous entendons par ce terme. Nous ne savons pas où la majorité ira. Mais j'ai une autre préoccupation. Ce qu'il y avait de magnifique dans le mouvement de la place de la Libération au Caire, c'est l'union, à un certain moment, des Coptes et des musulmans. Ils ont, une ou deux fois, sur la place Tahrir, prié ensemble. Quelques mois plus tard, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire des agressions extrêmement violentes contre les Coptes. Que sait-on de la Syrie aussi? On s'aperçoit que le régime a la peau dure. Il n'a pas simplement la peau dure parce que il est répressif et sanguinaire, et les Européens, je rappelle, les Occidentaux font ce qu'ils peuvent. Leurs sanctions sont barrées. Les sanctions qu'ils voudraient voir votées à l'ONU sont barrées par le veto de la Russie et de la Chine, et aussi l'hostilité des pays émergents. Mais ce régime tient du fait de la minorité alawite, qui se sentirait très menacée, parce qu'elle est associée évidemment à ce régime depuis très longtemps, mais aussi parce que les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Donc, un mouvement qui se réfère à la tradition islamique, oui, peut-être, et effectivement, nous n'avons rien à dire. Mais si ça doit être fait au détriment de ce qui reste de chrétiens aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, nous avons toutes les raisons d'exprimer notre inquiétude. Alain Finkielkraut, il faut de ce point de vue-là, encore une fois, ces inquiétudes-là, elles sont audibles, elles doivent être entendues. Mais il ne faut pas que vous simplifiez les données politiques de ces pays. Ce qui s'est passé en Égypte, et les faits sont assez clairs, et on a même vu des Coptes intervenir en disant « il y a des forces dans ce pays qui veulent nous diviser ». Et la première des forces qui veut nous diviser dans ce pays, voulait-il dire, c'est l'armée.
Et donc, ça n'est pas une question d'islam. Ne réduisez pas ceci à l'islam comme étant la référence. Et c'est la chose que je vous reproche le plus. Autant dans le monde majoritairement musulman que de ce que vous dites en Europe ou en France en particulier, on a l'impression que la référence musulmane, de fait, elle est essentialisée chez vous. C'est-à-dire que dès qu'on va se référer à l'islam ou dès qu'on va se référer à une culture dans un pays majoritairement musulman ou à la charia, ce que vous venez de faire, eh bien on a l'impression que par la force des choses, c'est contraire à nous. Qui est ce nous dont vous parlez? C'est nous l'Occident, c'est nous et nos valeurs. Et j'aimerais vous dire non. Il faut de ce point de vue-là que nous commencions sur des bases saines. D'accord. Juste un élément, c'est-à-dire que moi j'étais scandalisé. Alors permettez-moi de le dire parce qu'il faut qu'on l'entende aussi géostratégiquement sur place. Quand l'État d'Israël et le gouvernement israélien, mais permettez-moi de le dire, soutient Moubarak, qui est un dictateur, quand aujourd'hui on n'est pas tellement contre Bachar el-Assad parce que c'est un élément de stabilité régionale. Il faut qu'on entende que tout ça ne peut pas se réduire à une question islamique. Ça n'est pas une question islamique, c'est une question géostratégique et politique. Complexifions un tout petit peu les choses. Et quand on revient en France, ça n'est pas simplement une question islamique, c'est une question aussi de rapport de force, de pouvoir et de citoyenneté. Et justement, pardon, parce que c'est la transition, parce que je voudrais qu'on en arrive à cette crise du vivre ensemble que vous décrivez dans le magazine Causeur qui paraît demain matin. Vous dites qu'elle prend la forme en France d'une querelle sur la laïcité, mais ça va plus loin. En fait, ce serait presque un problème avec la diversité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, Alain Finkielkraut? Alors, un mot d'abord, si vous permettez. Je n'ai jamais voulu essentialiser l'islam. Et après tout, parmi mes engagements, il y a eu la longue période, très importante pour moi, c'est celle où j'avais créé le Messager européen, de la guerre en ex-Yougoslavie. Alors je me suis prononcé contre l'armée serbo-yougoslave dès les premières escarmouches en Slovénie. J'ai défendu assez seul les Croates, mais j'ai été le premier, c'est un peu idiot de formuler les choses ainsi, à dénoncer dès 1992 le crime contre l'humanité qui se déroulait avec le siège de Sarajevo. Et je n'essentialisais pas l'islam, je défendais les musulmans de Bosnie, musulmans européens, qui avaient droit non seulement à notre compassion, mais à notre solidarité, et même notre solidarité inconditionnelle, et c'est un combat que je ne regrette pas. J'en reviens maintenant à ce que vous me demandez. Il y a aujourd'hui en France une querelle de la laïcité, en effet, mais très étrangement, tout le monde se veut laïque. À la fin du XIXe siècle, il y avait les laïcs contre les cléricaux. Aujourd'hui, ceux, par exemple, qui sont partisans du voile à l'école ne se réclament pas d'une sorte de parole supérieure ou d'une autorité transcendante, ils se réclament de l'immanence du social, de la diversité sociale. Ils disent l'école doit refléter la société telle qu'elle. Ce que disent les Américains. Et ce que disent les Américains, ce que disent d'ailleurs souvent... Notre loi qui interdit cette loi, le voile et la burqa. Et ils critiquent aussi la loi sur la burqa. Il y a eu des articles incendiaires dans le New York Times et les touristes font cette expérience. Ils sont interpellés par les Américains. Qu'est-ce que c'est que votre gouvernement obscurantiste, votre société répressive, etc. Et deux conceptions de la laïcité se font face. Mais justement, ce qui est étrange, c'est que en France, la conception américaine, et je le regrette, de la laïcité triomphe. Parce que finalement, on se dit, oui, l'école doit s'ouvrir sur la vie. L'idée de ces murs nus qui devaient séparer l'école du monde profane ne fait plus recette en France. Alors, d'où cette situation paradoxale, la vie, oui, mais pas le voile. Moi, j'aurais préféré une séparation, si vous voulez, du monde de l'école et du monde de la vie. Mais je me suis posé la question, pourquoi cette polarisation sur le voile? Comment la comprendre? Eh bien, pourquoi les Français sont quasiment les seuls? C'est ce que vous faites remarquer. Alors, justement, et là, j'ai été mis sur la voie d'une réponse par le très beau livre de Claude Habib, Galanterie française. Elle dit, cette interdiction se comprend dans cet arrière-fond de tradition galante, une certaine manière de régler le commerce
entre les sexes. Et il y en a une autre qui est la séparation. De cette séparation, nous ne voulons pas. Donc, nous sommes ramenés à ce qu'il y a peut-être de spécifique dans la civilisation française. Et ce qu'elle a de spécifique, je crois, doit être maintenu, défendu, proposé aux nouveaux arrivants et surtout pas noyé dans la diversité et dans le multiculturalisme. Tariq Ramadan, justement, parce que vous-même, vous êtes étonné qu'on veuille interdire le port du voile à l'école ou la burqa en France. Or, Alain Finkielkraut, dans ce texte, dit qu'en interdisant la burqa et le voile, on ne défend pas la liberté, l'égalité et la fraternité, mais une façon d'être, une identité commune, hein, finalement, qui serait typiquement française, cette valeur qui serait la galanterie. Vous qui, justement, dans votre livre, dites qu'il faut que les peuples arabes inventent leur démocratie, inventent aussi leur économie, parce que vous dites que sans une économie qui leur ressemble, ils seront comme la Turquie aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous choque, ça ? Oui, ça me choque pour plusieurs raisons, mais ça me choque pas simplement parce que ça me choque. Ça me choque parce que c'est fondé sur des arguments, mais fallacieux. C'est-à-dire que sur l'idée de la galanterie, quand je vous lisais, mais je souriais, je me dis, mais attendez, c'est un nouvel argument. Je ne l'avais pas lu sous votre plume, je trouve ça assez intéressant. Je me dis, mais avez-vous lu Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, où il dit finalement que la galanterie, la courtoisie, telle qu'elle est venue au Moyen-Âge en Occident, doit beaucoup aux Arabes, elle doit beaucoup même à la dimension islamique, que vous voyez votre idée, tout à coup, de coloniser la galanterie et de la faire vôtre, c'est-à-dire elle est devenue française. Et c'est l'exception culturelle, c'est quand même quelque chose de choquant. C'est la visibilité du féminin, une visibilité heureuse du féminin. Cette visibilité ne règne pas, me semble-t-il, aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, comme elle a pu longtemps régner en France. Non mais attendez, au Moyen-Âge, on disait des Arabes et des musulmans qu'ils étaient complètement dans la permissivité de la visibilité du féminin. Et tout à coup, quand ça vous arrange, pour nous mettre à l'extérieur d'un champ culturel que vous clôturez, c'est-à-dire l'exception française, mais oui, je vais même vous dire une chose, à un moment donné, même dans votre argumentaire, vous dites une chose qui est surprenante, que vous dites, même les libéraux, ceux de la laïcité libérale, comme vous les appelez, ou les Américains, ils ne le font pas, vous venez de le répéter maintenant, au nom d'une transcendance, ils le font avec les arguments même de notre culture, de notre civilisation. Et ça vous permet, dans ce débat qu'il y a entre ceux qui sont pour le foulard ou contre le foulard, de mettre les musulmans à l'extérieur. Non, permettez-moi de dire c'est le foulard que je mets à l'extérieur, certainement pas les musulmans. Non, oui. Je mets le foulard à l'extérieur de l'école, mais pas les jeunes filles. D'accord. Non, mais d'abord, j'ai deux remarques. La première des choses, c'est que d'abord, cette notion de la galanterie, cette vision de l'exception française est totalement fausse. C'est une reconstruction pour justifier une position qui est celle qui est en filigrane de tout votre argumentaire. Vous ne parlez pas de la laïcité légale. Vous êtes en train de construire une philosophie laïque de l'exclusion, de la singularité française. Et là, je suis désolé de vous dire que les Américains, comme tous les Européens, ont raison de vous dire qu'au bout du compte, la spécificité culturelle que vous vous octroyez ne pourra jamais avoir raison du droit des gens de croire ce qu'ils croient et d'agir comme ils agissent. Ça n'est pas à vous de dire, au nom de la galanterie qui est la nôtre, sortez de nos écoles. Je n'ai jamais dit qu'il fallait, j'ai dit qu'il fallait sortir le voile des écoles et certainement pas les jeunes filles. Ce n'est pas un acte d'exclusion, d'une part. D'autre part, j'ai aussi, je suis très attaché à une certaine conception de la laïcité qui se définit par l'indépendance de l'ordre spirituel, et c'est la phrase d'Alain, l'école est un lieu admirable où les bruits extérieurs n'entrent pas, j'aime ces murs nus. Malheureusement, les murs se sont effrités. Cela, je le regrette, donc je m'interroge sur cette hostilité française au voile et non pas aux jeunes filles. J'essaye de lui trouver sa raison d'être, mais je suis fasciné par l'argumentation de Tariq Ramadan, puisque dans votre livre, Tariq Ramadan, vous nous dites « N'ayez pas peur, il est tout à fait normal, et vous l'avez souligné, Frédéric Taddy, que la démocratie dans le monde musulman fasse référence à des traditions internes et que tout d'un coup nous puissions nous interroger sur l'existence d'une civilisation française, comme le fait d'ailleurs Claude Lévi-Strauss,
l'ethnologue, notamment dans sa conférence Race et culture, voilà qui nous est reproché, comme si nous devrions en quelque sorte sacrifier notre civilisation, notre identité à la diversité pure. Je ne vois pas. La France est une proposition de monde. Cette proposition, elle s'adresse à tous ceux qui naissent en France, qui viennent en France, aux autochtones et aux étrangers. Elle n'a rien d'exclusif, elle n'a rien de ségrégatif ou de discriminatoire, mais on peut autoriser la France à être une civilisation. Alain Finkielkraut, ce nous dont vous parlez, il faut qu'on se mette bien d'accord parce que ce n'est pas toujours clair dans votre propos, ni dans votre texte. Ce nous, et quand vous parlez des autochtones, quand vous parlez des Français de souche, nous sommes bien d'accord, ce sont aussi des Français de confession musulmane. Nous sommes bien d'accord. Bien entendu. D'accord, on n'a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis très content de l'entendre. Donc, en l'occurrence, les autochtones et les Français de confession musulmane, qui font partie de votre pays et de votre culture, ils ont des droits et ils ont des envies et ils ont la possibilité de les exprimer. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est deux choses dans votre propos. C'est que tout à coup, vous êtes en train de dire, on est en train de vous reprocher d'avoir une culture et une identité. Non. On est en train de questionner votre capacité de réduire la culture et l'identité française à ce que vous pensez qu'elle est, parce que je rencontre beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous, qui pensent que votre façon de définir l'identité française est totalement fermée, elle est élitiste, que vous êtes un élitiste, que vous pensez l'éducation du haut d'une estrade, dans une conférence ex cathedra, beaucoup plus que dans la participation. Donc, vous ne représentez pas la France. Donc, quand je vous questionne, je ne suis pas en train de questionner la France, je suis en train de questionner un point de vue sur la France, un point de vue sur l'identité. Et c'est mon deuxième point, parce que c'est celui-ci qui m'intéresse beaucoup plus. C'est quand vous dites, vous ne voulez pas que la vie entre à l'école. Vous voulez que l'école, ce soit une espèce de sanctuaire où il y a une espèce de transcendance de la scolarité ou de l'espace scolaire. Eh bien, moi, ça me gêne. Et je ne pense pas que ce soit français. C'est Finkielkraut, c'est pas français. C'est pas simplement français, c'est votre perception. Alors laissez-moi juste conclure sur ce point-là. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement, vous savez, j'ai été enseignant comme vous dans un lycée pendant des années. Ce que je voulais, et je ne fais pas une exclusion. Vous savez, à un moment donné, dans votre propos, vous opposez fanatisme et scepticisme. Mais non, on peut être convaincu et on peut ne pas être sceptique et ne pas être sceptique sans être fanatique. Vous allez vers des polarisations qui sont totalement construites. Et entre la vie et l'école, moi ce que j'aimerais, ce que j'essayais d'avoir de mes élèves, c'est une extraordinaire et une bonne maîtrise de la langue française, mais une connaissance de la cité, une citoyenneté, une solidarité. Pourquoi vouliez-vous un mur entre la vie et l'école? Qu'est-ce que c'est l'école sans la vie? D'abord, il y a tellement de choses que vous avez dites, donc et il ne reste pas tant il de ne reste temps pas que tellement ça. de temps. Je voudrais dire un mot sur Français de souche, un mot sur l'élitisme, et peut-être ça me permettra de conclure sur la question de la vie à l'école. Je ne suis pas un Français de souche. Je ne suis pas un autochtone en ce sens. Mes parents viennent de Pologne, nous avons bénéficié d'une naturalisation collective quand j'avais 1 an. Pour autant, je crois qu'il y a des Français de souche. Je crois que nous ne sommes pas de purs individus. Nous sommes tous des héritiers. Et nous sommes comptables de cet héritage dans la constitution même de notre personnalité. Donc, or j'ai même entendu Éric Besson, lors du débat sur l'identité nationale, proclamer « il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France de métissage », proclamer « la France n'est ni un peuple, ni une langue, ni une religion, ni un territoire, elle n'est rien ». Autrement dit. Et en dépit une addition de diversité. Oui, c'est un conglomérat de peuples, ce qui est évidemment faux. Et malgré cela, malgré cette soumission, malgré cette allégeance enthousiaste à la doxa anti-identitaire, il avait prononcé le mot fatal, le mot fasciste d'identité, et il y a eu ce tollé général, et le débat d'ailleurs a été arrêté net. Oui, il y a des Français de souche, d'autres qui ne le sont pas. Ils doivent bénéficier, bien entendu, des mêmes droits, mais ils ne sont pas les mêmes personnes. Et quant à la civilisation française, elle est élitiste. Bien sûr, un Allemand, Hans Curtius, en 1925, visitant la France, disait « La France, eh bien, la littérature est en France une composante essentielle des destinées de la France, ce qui est très différent de l'Allemagne. Et précisément, je pense que cette
c'était à l'école juste de transmettre, d'entretenir cet héritage civilisationnel et de le transmettre. Et là, moi, je suis élitiste en ce sens où j'ai une haute idée de la civilisation française, mais je ne le suis pas en ce sens où je pense que l'école doit offrir tout cela au plus grand nombre. C'est, selon la très belle formule de Mandelstam, souvent citée par Elisabeth de Fontenay, la splendide promesse faite aux tiers-États. La promesse, précisément, d'un élitisme pour tous. Pour finir, parce qu'il faut bien la finir, et je renvoie évidemment à vos écrits respectifs, à votre livre Tariq Ramadan, à votre article qui paraît demain dans Causeur, Alain Finkielkraut, mais vous êtes tous les deux assez critiques avec la démocratie qu'on va qualifier d'occidentale. Vous dites que pas pour les mêmes raisons. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais Tariq Ramadan, vous dites que les démocraties que pourraient inventer demain les peuples arabes qui viennent de se soulever pourraient être mieux. Il faudrait faire attention à ce qu'elles ne soient pas au service des marchés, de l'économie, etc., etc. Et vous, Alain Finkielkraut, finalement, cette crise du vivre ensemble, vous en faites porter la responsabilité, au fond, à la démocratie. Alors d'abord, Tariq Ramadan. Oui, moi, si vous voulez, je suis... C'est pas la panacée, quoi, notre démocratie. Je suis pour le processus de démocratisation, mais je me refuse à penser, en ayant fait toute ma vie en Occident, qu'il suffirait pour le monde arabe d'imiter l'Occident pour parvenir à l'idéal de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'en vivant en Occident, je m'aperçois d'un certain nombre de choses qui doivent être améliorées. La démocratie, c'est toujours un projet qui doit être amélioré. Et la chose... Vous savez, cette obsession, il faut absolument que l'État soit séparé de l'autorité religieuse. Et moi, je suis pour la séparation des autorités, et je le dis et je le répète dans le livre. Mais pour la remplacer par quelle autre autorité? Que l'État soit sous l'autorité des forces économiques. Vous dites que le libre-échange, c'est la nouvelle religion qui ne dit pas son nom. C'est la nouvelle imposition, exactement. Et je pense qu'il faut que... ce que je veux, c'est que dans le monde musulman, on aille vers les vrais problèmes. Qu'on arrête la polarisation, ce dont on a parlé, et qu'on en vienne à un processus de démocratie qui lie deux choses. C'est-à-dire la responsabilité du citoyen, l'éducation, et sur ce point-là, on a des points en commun, c'est-à-dire comment l'éducation doit être centrale, une certaine éthique. Et je pense, de ce point de vue-là, c'est ce qui m'intéresse, que le monde musulman, majoritairement musulman, les sociétés du Sud peuvent aussi être, à l'avenir, une formidable source d'inspiration pour l'Occident. J'aimerais bien que l'Occident parvienne à l'humilité dont parle Finkielkraut dans son texte et qu'elle écoute ces populations qui sont en train de se soulever et dont les femmes et la jeunesse sont des vecteurs de créativité. C'est ça que je défends dans le livre. Alors Alain Finkielkraut, vous lui reprochez quoi à cette démocratie? Non, je dirais deux choses. Je crois que la crise du vivre ensemble tient aussi à la difficulté où nous sommes de maîtriser les flux migratoires avec l'apparition d'une immigration familiale et non d'une immigration de travail. On voit se constituer un véritable séparatisme territorial et culturel. Les autochtones quittent les banlieues, ils n'habitent plus au-delà du périphérique, ils habitent au-delà de la banlieue. C'est un peu court de les traiter de racistes. Et je dis aussi que dans les quartiers dits sensibles, la violence vient peut-être d'un déni de sensibilité. Je ne sais pas qui a inventé la galanterie, je sais simplement qu'il y a des lieux, précisément, où il est mal vu, où l'on est dur et brutal à cause de la mauvaise réputation de la douceur, où il est mal vu de donner la main à sa meuf, comme on dit. Et je considère que ça, c'est une explication possible de la violence. Mais je ne veux pas m'en tenir, à cette représentation-là, parce que la démocratie, si vous voulez, est partie prenante du mouvement dans lequel nous sommes emportés. La crise du vivre ensemble est peut-être aussi le produit inexorable de son évolution, dans la mesure où elle a tendance à mettre tout sur le même plan, à tout niveler. Et dans ce climat de nivellement total, aggravé par l'horizontalité des nouvelles technologies, précisément, l'éducation est menacée, la transmission n'a pas sa place parce qu'elle suppose une dissymétrie de plus en plus mal vécue dans notre monde. Alain Finkielkraut, un tout petit peu plus de justice sociale dans les banlieues et vous aurez plus de galanterie, j'en suis certain. Merci.